Bonjour, je m'appelle François, le dirigeant de la société Mesclado. Je suis accompagné de Asma Djenani et nous allons vous présenter l'ensemble de l'écosystème de la captation dans la distribution en termes d'UHD. Alors il s'agit d'une vue d'hélicoptère que nous allons aborder en une vingtaine de minutes. Nous n'allons donc pas descendre dans le détail. Pour commencer, l'écosystème tel qu'on l'a étudié en décembre 2013, eh bien, il avait une tête remplie de croix rouges parce que pas mal d'éléments de cette chaîne, alors vous pouvez voir en haut, la ligne du haut correspond en fait à une captation et une post-production et un mastering pour des programmes de stock, donc par exemple des longs métrages, etc. Alors qu'en bas on voit une caméra utilisée sur une production type télé, type multicaméra, pour du flux, de manière générale. Alors l'exception, c'est bien entendu les spectacles vivants, les opéras, etc., qui sont tournés en multicaméra, alors qu'il s'agit de programmes de stock. Donc on voyait pas mal de croix rouges, et on va voir ce que cela donne une douzaine de mois plus tard. Donc à l'ordre du jour, on va démarrer avec toute la partie captation. On regardera d'un côté la partie programme de stock, de l'autre les aspects multicaméra. Ensuite, on se concentrera sur tout ce qui est post-production, montage et réalisation en direct pour les programmes de flux avec une captation multicaméra. Et on terminera par les aspects mastering, diffusion. Et je passe la parole à Asma Djenani. Merci François pour cette introduction. Alors, concernant la captation, sur le marché, il existe plus d'une vingtaine de caméras qui font de la 4K. Comme on l'a déjà vu sur l'écosystème qu'a déjà montré François juste avant cela, en fait, les caméras étaient la première étape déjà prête à produire en 4K. On peut distinguer deux gammes différentes de caméras, une gamme professionnelle et une gamme dédiée au grand public. En fait, avec un grand nombre de caméras et avec un grand nombre de sorties en codec et format, il y a une diversité énorme, ce qui embête un petit peu les professionnels de la post-production qui se trouvent devant des workflows non unifiés. En raison de bandes passantes et de stockage, on a eu toujours recours à des codecs qui se basent sur différents algorithmes, d'où la notion de famille. On en compte 4 qui sont schématisés sur ce slide. On compte la famille des DCT qui comprend les codecs MPEG. On a la famille des transformés en ondelettes où on trouve le JPEG 2000. Il y a aussi la famille des codecs RAW qui sont des codecs propriétaires de constructeurs et qui se disent non compressés. Et c'est relativement faux parce qu'il y a toujours de la compression et il y a toujours des pertes qui suivent. Et à la fin, il y a une famille qui est une famille alien qui regroupe le VP8 et les VP9. Et c'est Google qui a sponsorisé le conteneur WebM de ces deux codecs et qui les a adoptés pour délivrer des médias 4K sur des plateformes web. Aujourd'hui, il y a plusieurs Smart TV de chez LG ou de chez Samsung qui implémentent notamment aussi le VP9. Par rapport aux fournisseurs, il y a des choix de codecs qui sont faits. Sur cette liste, on a essayé de faire correspondre les marques de caméras par rapport aux codecs les plus couramment utilisés. En fait, le choix de codec en captation est très crucial pour la post-production, là où on a besoin de maximum d'informations pour des traitements des effets spéciaux. Merci Asma. Donc, quand on parle de captation, il faut bien comprendre que le signal ou la lumière rentre à travers une optique. Elle est présentée au capteur, puis à l'électronique de la caméra, et on voit que l'ensemble de cette chaîne est déterminante. Donc en haut à gauche de cette image, vous pouvez voir une représentation de différentes tailles de capteurs. Traditionnellement, la 4K, c'était ou c'est du cinéma numérique, et quand on parle cinéma numérique, eh bien on pense immédiatement au film. Et donc le capteur film, lui, a typiquement une taille donc du film, donc du Super 35.
Donc quand on parle de Super 35, il faut bien entendu une taille d'optique qui corresponde à ce format de capteur. Donc on a une optique d'une certaine taille. Alors on peut se dire que si on diminue la taille du capteur, donc si on prend un autre extrême qui est la caméra GoPro, on a un capteur qui est à peu près d'un demi-pouce, il faut bien entendu une optique plus petite. Or, une optique plus petite, si on veut vraiment faire de la 4K UHD, il faut que la résolution de cette optique, qui se mesure en paire de lignes par millimètre, soit capable de respecter toutes les contraintes de la 4K UHD. Et qui dit une résolution importante, dit un coût d'optique important. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène d'interdépendance entre taille du capteur, optique, coût de l'optique. Donc, on est allé, quand on parle de programme multicaméra, on est allé un peu dans l'extrême, où on a parlé d'une ancienne génération de caméras. Ça veut tout simplement dire qu'on utilisait des caméras qui, à la base, étaient plutôt faites pour du tournage de fiction, de films. Je pense en particulier à la Sony F55 que l'on voit en bas de l'image, et qu'on a typiquement détourné, entre guillemets, pour faire de la production de programmes en direct. Et on voit apparaître une nouvelle génération de caméras avec de plus petits capteurs. Et là, on voit représenter la Grass Valley LDX UHD, qui a été présentée au NAB 2014 pour la première fois, et qui est une caméra à 3 capteurs 2/3 de pouce, donc qui se rapproche de ce qu'on fait traditionnellement. Hitachi, qui a été annoncé à l'IBC 2014, et la RED Epic Dragon, qui est encore un exemple de caméra utilisée pour du flux. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est tout simplement à titre d'illustration. En termes de traitement de flux 4K, on a besoin de 2 stations de travail. Ici, on a une liste des produits qui sont plus couramment utilisés en post-production. Ce qui diffère entre ces solutions, c'est la capacité et la puissance à faire du 4K en temps réel. On peut noter DaVinci Resolve de chez Blackmagic, qui a été inventé en partenariat avec des studios hollywoodiens, et qui est l'outil de référence en étalonnage en 4K à temps réel depuis plus de 30 ans. On peut noter ici le Pablo Rio de chez Cantel, qui est l'une des premières solutions à travailler nativement en 4K. Et qui est aussi un outil de référence en étalonnage en temps réel, allant jusqu'à 60 images par seconde. N'oublions pas aussi le Clipster de chez DVS Rohde & Schwarz, qui est l'outil de référence en mastering DCP en cinéma, et qui a la puissance de transformer en temps réel en des formats différents 4K. En post-production, on a besoin d'afficher pour tester et traiter les contenus 4K. Il y a plusieurs marques qui se disent vers des écrans professionnels dédiés à l'étalonnage de couleurs. Ici, on a une liste qui n'est pas aussi exhaustive, mais il faut bien choisir l'écran et bien vérifier les spécifications techniques, parce que si un écran n'est pas fidèle à la source, ça peut fausser tous les traitements d'étalonnage derrière. En ce qui concerne les projecteurs, il en existe plusieurs qui diffèrent de la technologie d'affichage. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, dans la section distribution B2B cinéma. Concernant maintenant les régies de production, là on peut trouver plusieurs types de mélangeurs. Le seul qui est capable de vraiment faire de la 4K, c'est l'Atem Production Studio de chez Blackmagic, avec des connecteurs en 6G. Tous les autres sont des mélangeurs HD de base qui sont configurés pour fonctionner en 4K en usant des logiciels de mise à niveau et en regroupant des flux HD. D'ailleurs, les deux sociétés les plus réputées en offre de tournage vidéo, qui sont MP Visual TV et Euromedia, offrent des solutions de régie en Quad HD. Pour récupérer les flux 4K, on a besoin des connecteurs de large débit.
Ici, on peut voir sur ce tableau des normes SDI que propose la CMTE. Les deux connecteurs ici en gras sont les plus importants. Il y a le 6G SDI qui nous permet de faire de la UHD jusqu'à 30 images par seconde, et le connecteur en 12G qui nous permet d'aller jusqu'à 60 images par seconde. Concernant l'infrastructure, en fait, pour aboutir à un résultat optimal en résolution Ultra HD, on a besoin d'assurer une infrastructure complète en UHD. Ici, on a une liste des composants en termes de grille, convertisseur, encodeur de contrib et serveur de production. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, et on attend le NAB prochain pour enrichir encore plus cette liste. Sur ce schéma, en fait, nous voulions faire un positionnement transversal des codecs sur la chaîne complète média. En fait, sur plusieurs cas de figure, il y a un problème majeur qui se pose, qui est le passage d'un codec à un autre, et surtout le passage d'une famille de codecs à une autre. Et ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est anticiper les dégradations de qualité qui suivent les opérations de transcodage qu'on aura menées à faire. Merci Asma. Et quand on parle transcodage, on parle génération d'un master ou d'une copie qui sera la copie maître. Alors encore une fois, on est sur une vue d'hélicoptère, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais typiquement pour le cinéma numérique, on envoie à chaque cinéma un DCP. Ce DCP, donc ce package pour chacun des cinémas, est dérivé d'un master qu'on appelle le DCDM. Maintenant, en parallèle de ça, à l'initiative des imagers hollywoodiennes et plus récemment adopté par Netflix, nous avons le format IMF, Interoperable Mastering Format, et chaque package IMF, appelé un IMP, permet de servir de master pour différentes versions. Donc c'est ce que l'on a exprimé sur le schéma juste en dessous. Donc si l'IMF est une solution qui peut répondre à certaines questions, reste le cas pratique et typique de la télévision, et c'est vrai que le HD Forum a fait pas mal de tests et a mené pas mal d'opérations autour de cela à l'aide de son groupe de travail. Donc son groupe de travail sur les formats PAD, eh bien, il y a aujourd'hui plusieurs options, mais deux options particulièrement pertinentes sont d'utiliser d'un côté le format issu de l'AMWA, l'Advanced Workflow Media Association, donc institution américaine, autour de l'AS 10, donc Application Specification 10, et de l'AS 11. Donc ce qu'il faut voir, c'est que l'AS 10 est en particulier encouragé et supporté dans le sens anglais du terme, notamment par les groupes TF1, Canal+, et M6. L'AS 11 est largement utilisé au Royaume-Uni avec la norme DPP, qui est un format d'échange de contenu audiovisuel à destination du broadcast, donc des chaînes de télévision. Quel serveur vidéo pour diffuser tout cela? Alors on pourrait rajouter à cette courte liste la société Harmonic avec sa filiale Omneon, mais beaucoup des serveurs aujourd'hui utilisent un nombre, comme l'a expliqué Asma il y a une seconde, un nombre important de canaux HD ou 3G HD. Donc rappelons que pour faire du 50p, il faut 4 canaux 3G, ce qui demande une infrastructure importante. Donc à présent, cet écosystème, notre conclusion côté Mesclado un an plus tard, donc en décembre 2014, on voit apparaître beaucoup plus de tics orange, donc ce qui est plutôt bon signe. On est en bonne voie pour industrialiser l'ensemble de nos workflows, en haut de ce schéma pour la production de stock et en bas pour de la production de flux. On voit encore quelques croix rouges qui persistent. C'est vrai que les régies de production, c'est un casse-tête si on veut avoir une régie réellement UHD et qu'on n'ait pas l'artifice de multiplier le nombre de canaux HD ou 3G. C'est vrai qu'en termes de transcodage, on manque encore d'outils pour avoir une réelle solution de transcodage qui nous permette de faire sortir les différents
packages, les différents masters, les différents PAD dont on a besoin. Et puis le dernier élément, c'est pour mettre en place une réelle régie finale qui permet de diffuser une chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, reste encore à voir la viabilité des systèmes en UHD. La bonne nouvelle, c'est que dans le domaine de la distribution, donc en haut à droite, on a encore des écrans de cinéma. On en dénombrait environ 300 en France compatibles 4K. Donc c'est un marché potentiel si on veut diffuser des images en 24 ou en 25p. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, de Mesclado. Merci bien.